Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masolo Yakati, un podcast du groupe d'études sur le Congo, projet indépendant de recherche basé à l'Université de New York. Au micro, Trésor Kibangula. Aujourd'hui, notre invité se nomme Barnabé Kikaya Bin Karoubi et se présente souvent comme un acteur actif de la vie politique congolaise. Bonjour, monsieur Kikaya. Bonjour. Dernier conseiller diplomatique de Joseph Kabila, alors président de la République démocratique du Congo, à 66 ans aujourd'hui, Barnabé Kikaya Bin Karoubi est présent sur la scène politique du pays depuis plus de 2 décennies. Ambassadeur, député, ministre, il a occupé plusieurs fonctions sous le règne des Kabila, père et fils. Il est d'ailleurs resté aujourd'hui parmi les proches collaborateurs de l'ancien chef de l'État. Au moment où la RDC traverse ce qui ressemble fort bien à une nouvelle crise politique, après les constats d'échec de la coalition au pouvoir, FCC, de l'ancien président Joseph Kabila et Cash du nouveau Félix Tshisekedi, échec donc de cette coalition à engager des réformes structurelles, l'occasion d'échanger avec M. Kikaya Bin Karoubi sur la responsabilité de cette classe politique congolaise face aux défis de développement du pays hier, aujourd'hui et demain. Nous nous intéresserons bien sûr aussi à sa vision personnelle du Congo de demain. Avant d'entrer dans le vif de notre conversation, de notre Masolo Yakati, M. Kikaya Bin Karoubi, vous avez occupé plusieurs fonctions politiques et diplomatiques, je l'ai dit. Quelle casquette alors vous a le plus convenu ou le plus marqué dans votre si longue carrière et pourquoi? Oh là là. En effet, j'ai occupé plusieurs fonctions dans ma carrière politique dans mon pays. Je crois que la casquette d'ambassadeur m'a beaucoup plus marqué, convenu et, n'est-ce pas, je pense que là, j'ai apporté ma pierre à la reconstruction du pays. En tant qu'ambassadeur, pendant des temps extrêmement difficiles où il fallait mettre en place une diplomatie de guerre, une diplomatie de conviction, une diplomatie, n'est-ce pas, d'attrait et d'explication auprès de tous nos partenaires de ce qui s'est passé au Congo et que surtout que le président Joseph Kabila, dès qu'il avait pris les rênes de pouvoir, tout le monde se souviendra, dans des conditions extrêmement difficiles, avait opté pour une diplomatie de paix, pacifier le pays avant tout. Il fallait à tout prix signer cet accord de cessez-le-feu. Il vous souviendra qu'il y avait plus de 5 armées étrangères au pays, plus d'une trentaine de groupes insurrectionnels, les Maï-Maï comme on les appelle au Congo. Il fallait mettre fin à ce bain de sang et inviter tout le monde, tous les Congolais, à Sun City pour un dialogue. La suite, vous la connaissez. Nous avons signé l'accord global et inclusif de Sun City. On a promulgué une constitution qui a été adoptée par un référendum. On a organisé 3 cycles électoraux. Et dans tout ce processus, je crois que ma carrière de diplomate a porté une petite pierre à la reconstruction de cet État que nous avons aujourd'hui. Vous parlez de l'étape de votre carrière de diplomate au Zimbabwe. C'est la première fonction d'ambassadeur? En effet, j'étais ambassadeur au Zimbabwe et même quand je suis revenu au pays en 2001, en tant que ministre de la communication et des médias, j'ai poursuivi, n'est-ce pas, tous ces contacts diplomatiques. Le président Kabila m'a utilisé, n'est-ce pas, dans plusieurs missions à l'étranger. Le fait que je sois bilingue a beaucoup aidé. Il fallait aller parler dans les pays anglophones, aller expliquer la situation congolaise dans les pays anglophones. Donc, en tant que membre du gouvernement, je me retrouvais avec mes collègues du ministère des Affaires étrangères et d'autres également dans cette campagne d'explication à travers le pays pour, n'est-ce pas, plaider la cause du Congo. Vous parlez de cette période cruciale, non? Le début de Joseph Kabila, la réunification du pays, les contacts diplomatiques avec les pays occidentaux. Alors, comment est-ce que vous expliquez comment on peut qualifier ça, ces revirements d'un Kabila qui était porté ou qui voulait être entendu par la communauté internationale aux premières heures de son régime, à un Kabila souverainiste qui est devenu au milieu et à la fin de son régime? Je ne pense pas qu'on puisse reprocher au président Kabila d'avoir adopté, n'est-ce pas, une attitude souverainiste. Je pense que ce qui a cloché avec notre diplomatie, c'est lorsque nous avons décidé
de signer un contrat avec la Chine, un contrat qu'on a appelé le contrat sino-congolais. Ce contrat-là nous a amené beaucoup de problèmes, dans ce sens qu'il y a eu une incompréhension. Nos partenaires traditionnels, les Occidentaux en premier, ont cru que nous avions changé de fusil d'épaule, que nous n'étions plus pro-occidentaux et que nous allions nous jeter entre les mains des Chinois. Ce n'était certainement pas le cas. Nous avons constaté que les mines, et en particulier le cuivre cobalt congolais, quelle que soit la personne qui l'exploite, que ce soit une société australienne, néo-zélandaise, britannique, américaine, suisse ou de n'importe où, le produit qu'ils prenaient au Congo se retrouvait toujours en Chine. Alors nous avons décidé, n'est-ce pas, de nous défaire d'une manière ou d'une autre des intermédiaires et de traiter directement avec les Chinois. Alors cette politique-là nous a amené beaucoup de misère. Effectivement, nos partenaires n'ont pas compris pourquoi est-ce que nous sommes allés chez les Chinois. Et voilà pourquoi est-ce que le président Kabila a été taxé comme un monsieur qui veut voler de ses propres ailes. Et je ne vois pas en quoi est-ce que cela est mauvais. On va y arriver, M. Kikaya, mais restons un tout petit peu sur cette approche souverainiste de Joseph Kabila. Ne pensez-vous pas qu'il y a eu pendant longtemps une sorte de contradiction entre l'antagonisme installé entre le régime et certains bailleurs au nom du souverainisme d'un côté et de l'autre, la main ouverte par les mêmes régimes aux multinationales des sociétés chinoises pour la plupart, mais pas seulement, des sociétés multinationales donc, qui ont plus profité des ressources naturelles du pays sans contribuer à son développement ou au bien-être de la population congolaise. Quelque chose n'a-t-elle pas cloché aussi là? Les gens doivent comprendre que les contrats que nous avons signés, que ce soit avec nos partenaires traditionnels occidentaux ou même la coopération traditionnelle, avec les institutions de Bretton Woods ou même avec des coopérations bilatérales avec les États-Unis, la Grande-Bretagne qui sont les plus grands contributeurs, la Belgique et tous les autres, ainsi que les contrats chinois que nous avons signés avec la Chine, ce sont des partenariats gagnant-gagnant. Pour ce qui est des contrats chinois, il était question de faire très attention. Nous avons dit aux Chinois que notre système, notre administration a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de confiance. C'est pour cela que nous avons décidé, vous venez, nous vous donnons mine telle qui contient autant de cuivre et de cobalt, et vous, au lieu de nous donner du cash, venez nous donner ce dont nous avons besoin. Et vous vous souviendrez, le président Kabila venait de lancer les 5 chantiers de la République. Construction de ponts, routes, rails, ponts et chaussées, ports et aéroports et tout ça. C'est ce que nous avons demandé aux Chinois. Et les Chinois... Mais ce qui n'a pas été fait, alors que les Chinois ont profité des ressources. Non, vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas été fait. Pour la petite histoire, je vais vous dire que le président Félix, quand il est arrivé ici, il a lancé son programme de 100 jours. Il a voulu construire des sautes de moutons à Kinshasa. Le seul saut de mouton qui est fin prêt maintenant, c'est celui qui a été construit par les Chinois qui sont venus dans le cadre de contrats sino-congolais. Avec les Chinois, nous avons construit le pont Luange. Le pont Luange, c'est le pont qui se trouve là-bas au Kasaï, qui relie l'Est à l'Ouest du Congo. On a construit des aéroports. Si vous allez voir l'aéroport de Kindu, vous allez voir qu'il y a un bel petit aéroport qui est là présent. Donc, les choses continuent, se poursuivent. Oui, les choses concrètes. Par exemple, lorsque moi, je suis à Goma et je vais aller à Butembo jusqu'à arriver à Kisangani, il n'y a plus de routes à certains endroits sur les tronçons nationaux. C'est ça aussi les problèmes. Oui. Le Congo est un sous-continent. Ce n'est un secret pour personne. Et personne, le président Kabila, n'a jamais prétendu qu'il construirait toutes les routes du Congo en 5 ou en 10 ans. Force est de constater que, mon Dieu, les camions faisaient 2 semaines entre Matadi et Kinshasa. Aujourd'hui, ils parcourent cette distance en 6 heures de temps. Lorsque nous sommes arrivés ici dans la ville de Kinshasa, Kinshasa n'existait pas. Vers l'est, là-bas, le pont était coupé. Il y avait une érosion ici même dans la ville de Kinshasa qui coupait la ville en 2. Mais tout ça, ça a été fait. Vous arrivez à Kinshasa, le boulevard du 30 juin, la route qui mène vers l'aéroport, les travaux ont été faits. Mais on ne peut pas prétendre tout terminer en 5 ans. Donc, il y a continuité des affaires de l'État et nous espérons que les routes peuvent et doivent continuer à être construites. Quand je vais dans des grandes villes, même aux États-Unis d'Amérique,
quand je prends des autoroutes, je trouve des gens en train de construire les routes jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est un travail qui se poursuit dans le temps, qui doit se faire aussi longtemps que le Congo existera. D'accord, un travail peut-être qui pourrait être poursuivi par le successeur de Joseph Kabila et on a constaté qu'il est soutenu, porté par les États-Unis d'Amérique, les mêmes États-Unis d'Amérique qui ont sanctionné plusieurs proches de Joseph Kabila, avec un ambassadeur d'ailleurs à Kinshasa qui est très actif, qui montre son soutien au nouveau président. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Il n'y a aucun mal. Le président Kabila, comme vous avez dit, avait choisi le souverainisme et le patriotisme comme l'épine dorsale de sa politique. Si est traité avec toutes les grandes puissances, le président Kabila traitait avec les États-Unis d'Amérique, avec les pays européens, avec même la Russie. C'était de plus en plus tendu à la fin quand même avec les pays occidentaux, M. Nikaya. C'était devenu un peu plus tendu. Je l'ai expliqué au début de cet entretien. Il y a eu une incompréhension. Cette tension-là, c'était une tension inutile. Dieu merci, je crois qu'on a fini par être compris et que, mon Dieu, on ne peut plus se passer de certaines grandes puissances aujourd'hui et prétendre ne travailler qu'avec un seul côté. Le monde est devenu un grand village, nous dit-on. Parlons d'aujourd'hui, la RDC qui est entourée par 9 voisins, on le sait. Ces relations sont souvent compliquées et passionnées avec un seul, le Rwanda. Même si on assiste aujourd'hui à un certain rapprochement entre Kigali et Kinshasa, les pays tendent à se tourner plus vers la communauté des États d'Afrique de l'Est, alors qu'à votre époque, sous Kabila, donc Joseph Kabila, les pays étaient plus pro-SADC. Est-ce que c'est un virage qui vous inquiète ou est-ce que vous comprenez ces virages? Ah non, pas du tout, ça ne nous inquiète pas. En tout cas, dans la tête des pro-kabilistes, s'il faut nous appeler ainsi, ça ne nous inquiète pas, dans ce sens que le Congo étant le Congo, un pays aux dimensions continentales, nous appartenons à 3 organisations régionales, de fait, de par notre position géographique. Nous sommes un pays de la SADC, de par la partie sud du Congo. Nous faisons partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, de par l'Est de notre pays. Toute l'économie de toute la ceinture qui va de l'Ituri jusque, n'est-ce pas, dans le Kivu, est tournée vers l'Est. Et le centre ici, nous sommes un pays de la CEAC, la communauté des États d'Afrique centrale. Donc, les 3 organisations régionales, le Congo est une partie prenante, sinon un acteur très important. Qu'on dise que l'accent est mis sur la SADC ou sur l'Afrique de l'Est ou l'Afrique centrale est immatériel et n'est pas si important. L'essentiel est que les populations qui sont à Goma, à Bukavu, à Beni, Bunia, Butembo et partout là-bas à l'Est, il va sans dire qu'ils vont faire leur commerce et leurs activités économiques tourner vers l'Est du continent africain. Et nous qui sommes ici à Kinshasa, la traversée vers le Congo-Brazzaville, la ville de Matadi et l'Angola et tout ça, vous voyez que les dimensions continentales du Congo font que notre pays appartienne à ces 3 organisations régionales qui sont à l'Est, au centre et au sud de notre continent. Et cela ne nous gêne pas. Mais vous ne pensez pas que cela pourrait avoir des incidences économiques, voire sécuritaires dans la région? Je prends l'exemple des pays de la SADC qui ont envoyé des troupes dans le cadre de la brigade d'intervention des Nations Unies pour notamment combattre des rebelles qui étaient soutenus par certains voisins de l'Est. N'y aurait-il pas finalement une divergence d'intérêts entre ces 2 blocs qui pourraient impacter négativement sur les intérêts du Congo? C'est là où nous, les fils du Congo, les fils et filles du Congo, nous avons un rôle à jouer. Un rôle très important dans ce sens que, étant courtisés de part et d'autre, nous devons savoir, n'est-ce pas, comment gérer toutes ces ambitions des uns et des autres sur le Congo. S'il y a un pays ou un groupe de pays qui envoie des troupes au Congo, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Il est clair qu'il y a toujours un intérêt, les pays n'ayant pas d'amis, c'est toujours des intérêts qui priment. C'est à nous de savoir gérer comment est-ce que nous allons traiter avec ces différents pays qui nous courtisent, que ce soit à l'est du continent, que ce soit au sud ou bien au centre. C'est une grande donne politique, diplomatique que nous avons parce que tous nos pays voisins, souvent, déversent au Congo leurs problèmes. Tout le monde sait que
le Congo, jusqu'aujourd'hui, 20 ans après, que dis-je, plus de 20 ans après, continue à souffrir du génocide qui a eu lieu au Rwanda. Donc le problème rwandais de génocide a été déversé au Congo et le Congo en a souffert, a perdu des vies, même des ressources. Et cela va de soi que tous les autres pays voisins, souvent, déversent leurs problèmes chez nous. On parle aujourd'hui des Mbororo, des éleveurs Mbororo qui viennent du Soudan du Sud, les vaches qui sont de l'autre côté. L'herbe étant plus verte au Congo, traversent, les vaches ne connaissent pas les frontières entre pays. Elles traversent, elles viennent et dérangeant la vie des paisibles citoyens congolais qui vivent à la frontière avec le Soudan du Sud. Tout ça, c'est à nous de savoir gérer en bilatéral ou en multilatéral comment est-ce que nous allons défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Où se trouvent ces intérêts aujourd'hui? Parce que les pays s'apprêtent à prendre la présidence de l'Union africaine. Ce n'est pas arrivé depuis très longtemps. Quelles seraient les ambitions diplomatiques de la République démocratique du Congo? Est-ce que le pays a un agenda diplomatique? Qu'est-ce qu'on veut? Comment est-ce qu'on se positionne? Comment est-ce que les pays se positionnent par rapport aux enjeux sous-régionaux, régionaux, voire continentaux? Il s'est fait que j'étais aussi au four et au moulin lorsque nous avons commencé à faire un lobbying pour que la République démocratique du Congo accède à la présidence de l'Union africaine. Les objectifs étaient clairs. C'était d'envoyer d'abord un message à la communauté internationale que le Congo, maintenant, est suffisamment stable, le Congo est en paix, le Congo est en train d'aller de l'avant. Nous sommes en train de nous améliorer sur le plan économique, sur le plan social, et maintenant, il faut que l'image du Congo sur la scène politique mondiale se présente comme un pays en marche, un pays qui est en train d'aller de l'avant. Et quelle belle manière de prouver cela que de diriger notre organisation continentale. Et c'est ainsi que nous nous sommes déployés. À l'époque, il y avait le ministre Raymond Tshibanda aux Affaires étrangères et ensuite Léonard Shehu Kitundu. J'ai accompagné les deux dans ce lobbying-là auprès de nos pères africains pour que le Congo accède d'abord à la deuxième vice-présidence, à la première vice-présidence cette année, et puis l'année prochaine, à la présidence de l'Union africaine. Il s'est fait que c'est le président Félix Tshisekedi qui va diriger l'Union africaine l'année prochaine. Je crois que les objectifs que nous poursuivions vont rester les mêmes au nom de la continuité des affaires de l'État. Et c'était quoi ces objectifs? Est-ce que vous pensez que les panels qui a été constitué avec notamment le professeur Toumba Luaba, avec qui vous avez travaillé aussi, est-ce qu'ils pourront porter ces mêmes objectifs? Absolument. Je crois que le panel que le président Félix Tshisekedi a mis en place est composé de personnalités, en tout cas, de haute facture. Je pense au professeur Ndaïwel, je pense à Alphonse Toumba qui est un ami et que je salue en passant. Je pense à Daniel Mukoko Samba, c'est des personnalités congolaises, des intelligences connues et qui vont effectivement aider le chef de l'État à mener à bien cette mission que de diriger l'Union africaine. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont décliné les objectifs, n'est-ce pas, de cette présidence congolaise de l'Union africaine? Ça n'a pas encore été rendu public. Je sais que le panel est en train de travailler dessus et une fois que ça sera, n'est-ce pas, rendu public, nous les connaîtrons. Oui, mais selon vous, quels pouvaient être les fils conducteurs de cette nouvelle ligne diplomatique? Le fil conducteur, à mon avis, c'est que le Congo se positionne finalement à la place qui est la sienne dans le concert des nations africaines d'abord et des nations mondiales. Le Congo, au fait, jusque-là, a évolué comme le maillon manquant dans le système africain. Les géants africains, on les connaît. Au sud, nous avons l'Afrique du Sud. À l'est, nous avons le Kenya, la Tanzanie. Au nord, nous avons, n'est-ce pas, l'Égypte, le Maroc. À l'ouest, il y a le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mais au centre, il est grand temps que le Congo joue le rôle qui est le sien dans le concert des nations africaines et se positionner comme une grande puissance. Et ça, je pense que le président Félix Tshisekedi a compris cela et il va s'atteler à cette tâche. Et pour cela, il faut qu'à l'intérieur du Congo, nous soyons un pays organisé. Nous le sommes déjà, un pays organisé,
qui n'a pas de petites querelles intestines et tout ce que vous voulez, pour pouvoir nous présenter comme un pays avec lequel l'Afrique peut compter. Ce ne sont pas les atouts qui nous manquent. Tout le monde nous a convaincus que nous sommes un pays extrêmement riche. Maintenant, il est temps de démontrer que nous sommes un pays riche, non seulement riche en richesses minières ou agricoles ou halieutiques ou tout ce que vous voulez, mais un pays qui a des ressources humaines qui peuvent se défendre sur le plan continental. Oui, mais ce sera un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, à ce stade, les budgets de l'État, par exemple, tournent autour des 6 milliards, ce qui équivaut un peu au budget du Burkina Faso ou de la Zambie, des pays qui ont 4 fois moins d'habitants que la République démocratique du Congo. Et on l'a vu, hein, lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, les budgets est passé de 500 millions en 2003 à environ 4 milliards en 2013. Mais depuis, il y a une sorte de stagnation, il n'y a plus d'augmentation, malgré le fait que les pays restent et toujours les premiers producteurs mondiaux du cobalt, les premiers producteurs africains du cuivre. Les budgets n'évoluent pas. Pourquoi? Je vois qu'il y a eu une évolution quand même. Si nous sommes passés de 500 millions à 4-5 milliards aujourd'hui, il y a eu une évolution. Et mais mon depuis, Dieu, ça stagne. Oui, mais il faut mettre le tout dans le contexte mondial. Il n'y a pas un seul pays au monde aujourd'hui, au moment où nous parlons, qui n'a pas eu, n'est-ce pas, un coup dur dans son budget, dans son fonctionnement, rien qu'à cause de quelque chose que personne ne prévoyait, le Covid-19. Mais tout compte fait, nous essayons de faire de notre mieux pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Le président Félix Tshisekedi, au début, avait donné des instructions à tout le monde pour que nous puissions atteindre un budget de 11 milliards. Mais la situation sur le terrain nous a ramenés à ces 6 milliards. Encore une fois, ni le président Félix Tshisekedi, ni le président, que dis-je, même le président Macron, personne ne prévoyait que l'économie mondiale serait frappée par une pandémie mondiale. Voilà la situation. Oui, bien sûr, la COVID n'était pas prévisible, mais bien avant la COVID, il y a même le conseiller spécial du président Joseph Kabila à l'époque en charge de la lutte contre la corruption qui dénonçait des coulages, des détournements des deniers publics, des recettes des régies financières qui n'arrivaient pas ou qui n'étaient pas collectées de manière maximale. Donc, il y a quand même une certaine responsabilité aussi de l'élite politique, en tout cas de la classe politique, dans la gestion des finances publiques. Absolument. Et ça, vous ne croyez pas si bien dire, parce que lorsque je parlais des contrats chinois ici, qu'est-ce qui a motivé le président Kabila à faire de ces contrats sino-congolais un système de troc, mine contre infrastructure, sans qu'on voie l'argent? Vous voyez, c'est parce que nous savons que notre système a une faiblesse qu'il faut corriger à tout prix pour l'Afrique, pour le Congo de demain. C'est la corruption, la lutte contre la corruption. Et je crois que le régime actuel du président Tshisekedi a inscrit ça comme son leitmotiv aussi. Mais très souvent, le Congolais lambda a l'impression que ça se limite au slogan fin de la récréation, tolérance zéro. On crée aujourd'hui des agences pour lutter contre la corruption, on nomme des gens, mais concrètement, est-ce qu'il y a eu des réformes structurelles pour faire en sorte que cette lutte contre la corruption soit réellement effective en RDC? Ou est-ce qu'il y a des chantiers que vous estimez nécessaires à entamer? Je crois que toutes ces structures existent, les lois existent, c'est question de les mettre en application. Et comme je disais tout à l'heure, le mal est tellement ancré dans notre société qu'il serait utopique de penser qu'on peut l'éradiquer en une année, en 2 ans, en 3 ans ou en une génération. Il y a tout un système d'éducation qu'il faut accompagner. Il faut accompagner ces lois par une éducation, par n'est-ce pas, des arrestations. Et comme vous avez dit, tolérance zéro. Lorsque tout cela sera mis en application de manière systématique, je crois que nous allons commencer à avoir un début de solution. Mais comment ça va être mis en application si les deals politiques s'en mêlent? Parce qu'on a vu le président une fois dire qu'il ne va pas fouiner dans les passés, et on a dit que dans un accord politique encore tenu secret, la justice congolaise n'avait pas aujourd'hui les droits ou la possibilité d'aller fouiner dans les passés, d'aller voir ce qui s'est passé avant. Si les politiques empêchent à la justice de faire le travail parce qu'il y a des accords politiques, on ne va pas s'en sortir.
Alors, je ne pense pas que les accords politiques empêchent la justice de faire son travail. Alors, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes un pays post-conflit. Il faut savoir faire l'équilibre, n'est-ce pas, entre la paix et une marche en avant et la possibilité de replonger dans le désordre du passé. Je crois que c'est devant ce nœud gordien que se retrouvent les décideurs. Je crois que pour le moment, tout le monde, que ce soit le président Kabila ou le président Félix Tshisekedi, ont décidé plutôt d'opter pour la paix au lieu de prendre des décisions qui risquent de nous replonger dans les turbulences du passé. Cette décision de ne pas fouiner dans le passé, je crois que les gens l'ont mal comprise aussi. Le président, j'essaie d'interpréter sa pensée, ce que le président Félix voulait dire, c'est que nous n'allons pas nous engager dans une chasse aux sorcières. Vous savez, quand on gère un pays comme le Congo, avec plus de 450 groupes ethniques, et vous arrivez au pouvoir et vous vous lancez dans une chasse aux sorcières, pour quelque raison que ce soit, vous vous exposez à des problèmes que vous ne saurez pas résoudre. Alors, maintenant, le petit peuple, vous dites que le petit peuple pense que tolérance zéro, lutte contre la corruption restent des slogans. Je ne pense pas, parce que là, il y a une campagne d'éducation qu'il faut mener également. Il faut que les Congolais commencent à penser que chacun en ce qui le concerne. Comment est-ce qu'il ou elle mène sa vie au quotidien? Est-ce qu'il n'y a pas d'éléments qui peuvent être interprétés comme de la corruption ou bien des choses qui ne sont pas catholiques du tout dans la gestion de la parcelle de pouvoir que vous avez? Alors à ce moment-là, on verra que c'est toute la mentalité du Congo tout entier qu'il faut réformer. Et le président Kabila parlait de changement de mentalité. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir quel est son plus grand regret, la réponse était « Je ne suis pas parvenu à changer l'homme congolais ». Mais lui, il était confronté, n'est-ce pas, tout le temps qu'il a passé au pouvoir, c'était des guerres à répétition. Nous pouvions dormir, et je suis bien placé pour le dire. Vous vous réveillez le matin, vous apprenez qu'il y a un pasteur illuminé qui a envoyé ses adeptes au quartier général de l'armée, prendre l'armée à la radio-télévision. Ils se sont proclamés président de la République et tout ça. Et les fusils commencent à crépiter dans la ville de Kinshasa. Ils ont pris l'aéroport. Donc, pendant tous les 18 ans, il a vécu dans un Congo instable. Alors, maintenant, quand est-ce qu'il allait s'engager dans ce programme vaste de changement de mentalité? Il est clair que c'est par là qu'il faut commencer. Il faut que nous changions notre mentalité pour pouvoir se mettre au service du pays. Souvent, nous les Congolais, et cela est vrai pour beaucoup d'Africains également, nous pensons que nous vivons dans un État-providence. Tous nos problèmes, c'est le pays, l'État qui doit les résoudre. Non. La citation célèbre du président américain Kennedy résonne encore dans mes oreilles pendant que moi je faisais mes études aux États-Unis. Ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays. Voilà, si on prenait ça comme élément de base et que chacun, en ce qui le concerne, se mette au service du pays, au lieu d'attendre là la main tendue que le pays fasse quelque chose pour toi. Quand nous allons arriver à ce niveau-là, je pense que nous aurons fait un très grand pas. Vous dites aussi que les deux décideurs privilégient la paix, mais on sait aujourd'hui que leur accord est un peu tout près d'exploser. Les dissensions internes au sein de la coalition au pouvoir sont devenues nombreuses et de plus en plus visibles. Finalement, l'accord secret entre le président Joseph Kabila et son prédécesseur, qu'un ministre français d'ailleurs avait qualifié de compromis à l'africaine. Et ces compromis à l'africaine ne s'est finalement pas révélé porteur des germes des conflits au sein de l'État qui risquent d'aimer encore de replonger les pays dans les chaos. Pour comprendre l'accord qui avait été signé quelques heures avant la passation des pouvoirs entre le président Kabila et le président Tshisekedi, il faut se mettre dans le contexte. La situation était extrêmement tendue à Kinshasa et à travers le pays. Il fallait désamorcer cette tension. Et cet accord a contribué à cela. Et c'est ainsi que, au lieu d'opter pour une cohabitation qui n'allait faire que exacerber la tension, les deux leaders, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ont opté pour une coalition. Et c'est cette coalition-là que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Je comprends qu'il
il y a des petits problèmes, mais moi je qualifie ces problèmes de problèmes de croissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président est en plein dans des concertations, il consulte les gens. Je prie que ces concertations puissent aboutir en quelque chose de positif. Mais il y a eu dans la marche du Congo des mois qui viennent de s'écouler des impairs que nous, la classe politique, n'est-ce pas, de la plateforme Front commun pour le Congo, interprétons comme des décisions qui sont porteuses de germes conflictogènes, qui énervent même la loi fondamentale du pays. Alors maintenant, dès qu'on parle de la loi fondamentale, donc de la Constitution, c'est une question d'interprétation. Le problème que le Congo a aujourd'hui, c'est que l'organe qui est supposé interpréter de manière définitive les lois de la République, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle aujourd'hui n'est pas opérationnelle. Donc, chacun campe sur sa position. Le président de la République et son camp prennent une décision que le Front commun pour le Congo juge anticonstitutionnelle, une violation de la Constitution, et il n'y a personne pour départager les deux camps. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. C'est cela le problème, parce que la Cour constitutionnelle n'est pas opérationnelle. Elle ne peut pas... Mais les 3 juges ont prêté serment, M. Kikaya. Non. Il ne suffit pas de prêter serment, il faut être investi par le Parlement. Absolument. Les juges doivent être investis. Ah bon? La Constitution? Oui, ça, c'est la Cour constitutionnelle qui va interpréter encore une fois. Voilà. Encore une fois, il faut que la Cour constitutionnelle interprète. Or, il n'y a pas de Cour constitutionnelle. Il y a 6 juges qui peuvent siéger. Or, il en faut au minimum 7. Donc là, on est... Donc, pour vous, les 3 juges qui ont prêté serment, ce n'est pas suffisant. Il faut encore qu'ils soient investis par le Parlement. Leur nomination viole la Constitution et le serment est allé même plus loin dans cette violation de la Constitution. Voilà le problème auquel nous faisons face. Maintenant, ça, c'est notre point de vue. J'en conviens. Ceux qui ont procédé à tout cela pensent qu'ils sont dans le droit. Maintenant, il faut que quelqu'un nous départage. Et ce quelqu'un, c'est la Cour constitutionnelle qui ne peut pas siéger. Vous comprenez qu'on a un problème, et un problème très sérieux. C'est que cette affaire laisse transparaître aussi, M. Kikaya, c'est cette impression qu'on va peut-être terminer par là, cette impression que les camps politiques se disputent, tantôt la commission électorale, tantôt la Cour constitutionnelle, parce qu'ils pensent ou parce qu'ils estiment que les pouvoirs, finalement, se jouent dans les contrôles de ces institutions que devant le peuple, que devant les électeurs. C'est comme si on avait la CENI sous contrôle ou la Cour constitutionnelle sous contrôle, ben on a l'assurance d'être président de la République demain. Il y a une sorte de confiscation du droit souverain du peuple de choisir ses dirigeants par la classe politique. Vous n'avez pas cette impression? Non, moi je n'ai pas cette impression. Tout ce que nous voulons, c'est que les choses soient faites dans les règles de l'art. Les nominations à la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, ainsi les Congolais ont décidé à Sun City la création d'institutions d'appui à la démocratie. Et la Commission électorale nationale indépendante en est une. Les modalités pour les nominations à la CENI sont connues de tous. Alors, ces modalités n'ont pas été respectées. Ou plutôt, elles ont été respectées et maintenant, il y a un blocage quelque part. Je crois que la société civile qui, elle, désigne la personne qui préside à la CENI ont fait leur travail. Maintenant, il faut que le chef de l'État puisse les nommer, mais ils ne sont toujours pas nommés. Pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, vous savez très bien que les 2 juges qui ont été déplacés de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation, ça a été fait d'une manière irrégulière. Les juges de la Cour constitutionnelle ont un mandat et ils sont inamovibles. C'est clair et net, ce sont les lois de la République. Ils sont inamovibles, on ne peut pas les bouger. Alors, qu'on les enlève de la Cour constitutionnelle pour les envoyer à la Cour de cassation, c'est déjà un impair. Nous ne nous sommes pas tus. Nous avons crié sur tous les toits qu'il y a un problème. Il y a un juge qui a été nommé en remplacement du président de la Cour constitutionnelle qui, lui, a démissionné. Celui-là ne posait pas problème. Et nous avons même dit que le juge qui vient en remplacement du juge qui a démissionné prête serment. Les autres, il faut revoir la décision. La décision est problématique. Mais on n'a pas voulu nous écouter. Tous les 3 ont prêté serment et aujourd'hui, on est bloqué.
Ouais, c'est encore une autre bataille d'interprétation. Débat peut-être la Cour constitutionnelle lorsqu'elle va commencer à travailler. Mais comme ces élections de Assiégé. 2018 ont été un peu... Ouais, comme ces élections de 2018 ont été entachées d'irrégularités, certains ont qualifié même de chaotiques, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille mettre en place des réformes aujourd'hui pour que les élections à venir puissent être moins critiquées, moins décriées? Moi, tout d'abord, je ne pense pas que les élections de 2018 ont été chaotiques, entachées d'irrégularités. Je ne le pense pas. Je suis un acteur, je suis au Congo. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que nos partenaires politiques, surtout ceux de l'opposition, y compris le parti UDPS du président Tshisekedi, ne se sont pas préparés aux élections. Ça, il faut le dire. Ils ne croyaient pas en ces élections. Même le président de la République lui-même, c'est à 3 semaines des élections qu'il a dit non, non, j'y vais quand même. Même Martin Fayoulou continuait à envoyer des messages ambigus à ses militants. Allez voter, mais quand vous allez arriver dans la salle, cassez la machine à voter. C'est pour cette raison que le FCC s'est taillé la part du lion à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. Parce que nous avons travaillé pour ces élections. Nous y croyions. Nous avons préparé nos candidats, alors de la belle manière. Tandis que les autres se plaisaient dans les capitales occidentales, en train de voyager à gauche, à droite, dans des avions, dans des hôtels et tout ça. Les élections se sont bien déroulées et ceux qui ont gagné ont réellement remporté les élections dans leurs fiefs respectifs. Mais tous les rapports d'observateurs internationaux disent le contraire, M. Kikaya Binkaroubi. Bon, les rapports des observateurs internationaux, lesquels, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai vu le rapport de l'Union africaine, n'était pas si mauvais. Il y a des gens qui ont écrit des rapports qui sont des acteurs. Prenez l'Église catholique, par exemple. L'Église catholique, on ne peut pas dire dans ce pays que l'Église catholique est neutre. Ah non, alors vraiment pas. Elle n'est pas neutre. C'est un acteur politique à part entière. Depuis le temps où le roi des Belges les avait envoyés ici, dans une mission, entre guillemets, civilisatrice, c'est un acteur politique à part entière au Congo. Alors, on ne peut pas dire que ce sont des prélats innocents, neutres et tout ce que vous voulez. Alors, vraiment pas. Alors, que ces gens-là écrivent un rapport ou fassent leurs résultats et les rendent publics pour les balancer contre les résultats officiels. Il y a eu même des fuites de la CENI qui annonçait le candidat Fayoulou comme le président élu. Bon, vous dites bien des fuites. Quand vous parlez de fuites, il faut que vous me les donniez et que moi je puisse contre-vérifier. Je ne peux pas accepter ce que vous me dites, n'est-ce pas, parce que vous les dites, M. Trésor Kibangoula. Qu'en est-il des chantiers des réformes électorales? Alors, il y a des voix qui s'élèvent dans votre famille politique pour dire peut-être qu'il est temps de passer au scrutin direct pour l'élection du président de la République, moins coûteux et peut-être plus favorable au retour de l'ancien président? Non, notre plateforme politique ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Il y a des individus. Il y a des individus qui le disent. Et à chaque fois, on commet souvent l'erreur quand quelqu'un parle et on attribue cela directement à sa plateforme politique. Ce que je suis en train de faire avec vous, c'est un exercice indépendant. C'est moi, Kikaya Binkaroubi, en tant qu'acteur politique congolais, qui suis en train de vous répondre. Ce n'est pas le FCC qui vous répond. Je me souviens que nous avons eu à nous battre à travers le monde au sujet du troisième mandat, du supposé troisième mandat de Joseph Kabila. Il y a des gens dans notre famille politique qui ont souhaité que le président Kabila se représente pour un troisième mandat. Mais ça n'a jamais été une politique de notre parti politique, le PPRD, ou de la plateforme MP à l'époque, majorité présidentielle, à l'époque. Alors, pas du tout. Alors, ça, c'est une question d'interprétation. Il y a des gens qui se sont prononcés pour cela, et quelque part, je pense que ils ont un argument de dire que si tous les 5 ans, le Congo doit dépenser 400 millions de dollars pour organiser des élections, un pays où nous avons des problèmes d'infrastructures routières, des problèmes d'infrastructures scolaires, sanitaires et tout ce que vous voulez, je crois que c'est un luxe, et un luxe inutile. Et on va terminer par une question un peu sur les enjeux de notre temps, les enjeux du XXIe siècle. On sait aujourd'hui que le monde se renferme, les pays se renferment, il y a la Covid et ses conséquences, la fermeture des frontières, la résilience des systèmes de santé partout dans le monde. Quelles devraient être, selon vous, M. Kikaya, les priorités de la RDC face à ces défis du XXIe siècle,
lorsque on sait, la classe politique congolaise s'embourbe encore dans des guerres qu'on vient de décrire ici? Dieu merci, la COVID-19 ne nous a pas frappés comme d'aucuns le prédisaient. Et nous continuons à prier qu'il en reste ainsi, n'est-ce pas? La pandémie qui est mondiale, c'est vrai qu'elle est réelle, elle est là, et nous continuons dans cette campagne d'éducation de nos populations pour qu'ils puissent observer les gestes barrières tels qu'ils ont été promulgués par le chef de l'État et notre ministère de la Santé. Le Congo ne peut pas faire marche arrière parce qu'il y a une pandémie. Nous devons continuer à réfléchir. Je pense que, et c'est une opinion personnelle, nous devons faire un bond en avant et faire un bond technologique. Nos jeunes doivent se préparer à cette révolution technologique et faire ce qu'on appelle en anglais le leapfrog, un bond en avant pour que le Congo puisse entrer dans ce monde technologique où la robotique devient la science à étudier, l'intelligence artificielle et tout ça. Voilà, nous devons adapter notre système pour que nous puissions opérer ce bond et entrer en plein dans le monde du numérique et ainsi peser dans le concert des nations. Et nous allons y parvenir. Et c'est comme ça que moi je vois le futur. Nous n'allons pas continuer à chercher à réinventer la roue alors qu'elle a déjà été inventée. Pour le moment, ce que les gens cherchent, c'est comment est-ce que nous allons passer des grottes pour aller dans l'espace. Les Chinois l'ont fait, les Coréens l'ont fait, en très peu de temps. Les Brésiliens l'ont fait, les Indonésiens l'ont fait. Et nous, les Congolais, nous le ferons. Parce que les atouts sont là, les ressources humaines sont là, les ressources économiques sont là, et nous y parviendrons. Oui, mais avant d'aller dans l'espace, il faut déjà satisfaire les besoins primaires de la population congolaise. Accès à l'eau, à l'électricité, renforcer les systèmes de santé qui manquent aujourd'hui des respirateurs, par exemple, construire des routes pour relier des villes. Cela va de soi. Vous parlez des respirateurs, vous pensez effectivement à la COVID-19. C'est vrai, les gens ont reproché le régime Kabila, le pays n'a pas de respirateurs. Un, personne ne prévoyait la COVID-19. Et de deux, les priorités sanitaires du Congo, c'est d'abord la lutte contre la malaria, la lutte contre la tuberculose, la lutte contre la mortalité infantile. Il y a des priorités sanitaires au Congo qui font que le pays, avant d'aller acheter des respirateurs, doit d'abord résoudre des problèmes de moustiques ici à Kinshasa, le problème de la mouche tsetse à l'intérieur du pays, la maladie du sommeil et tout ça, qui font que, effectivement, l'espérance de vie au Congo est de 47 ans. C'est un scandale. Alors, c'est vrai, ces problèmes-là existent, mais les solutions à ces problèmes-là existent déjà. Et nous devons nous y atteler pour pouvoir répondre à ces besoins de la population. L'accès à l'eau potable, l'accès aux besoins sociaux de base. Le gouvernement, s'il y a des gens qui ont les pieds sur terre et réfléchissent sérieusement aux intérêts de la population, ça c'est un problème qui peut être résolu en un rien de temps. Mais pour la nouvelle génération, il n'y a pas 1000 solutions. Ils doivent opérer ce bond technologique et entrer de plein pied dans le monde du numérique. Dernière question, M. Kikaya, comment entrevoyez-vous l'avenir de ces pays pour les 3 prochaines années, d'ici 2023? Les 3 prochaines années, je le disais tout à l'heure, nous sommes en train de traverser des problèmes de croissance où des personnes qui étaient des opposants politiques farouches hier sont appelées à travailler ensemble. Ces problèmes sont des problèmes humains. Je crois fermement qu'en la bonne volonté des uns et des autres, nous allons résoudre ces problèmes pour que nous puissions travailler ensemble et arriver à ces échéances de 2023 et organiser les élections et que le meilleur l'emporte. Mais dans l'entretemps, il y a effectivement un grand travail à faire. Nous avons évoqué ici cette impasse dans laquelle nous nous trouvons. Nous n'avons pas de cour constitutionnelle pour pouvoir nous départager sur l'interprétation de la Constitution. Et je crois que la réponse peut être politique et doit être politique. Et pour cela, il faudrait que des hommes de bonne volonté, il faut qu'il y ait une médiation internationale, nationale, pourquoi pas, une médiation qui mette les gens autour d'une table pour pouvoir résoudre ces problèmes et pouvoir penser à
voir un avenir radieux. C'est sur cet appel à une médiation entre les deux coalisés que ce numéro de Masolo Yakati s'achève. Merci M. Kikaya Bin Karoubi pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie et à bientôt. À bientôt et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de ces podcasts Masolo Yakati sur toutes les plateformes d'écoute. Merci. Au revoir.